Alors d'abord parce que en France, bon, on le rappelle, enfin on enfonce une porte ouverte, mais c'est pas inutile de le rappeler, le conjoint est exonéré de taxation en matière de succession. Alors ça c'était très classique avant la loi TEPA, à condition que ce que reçoit le conjoint, il le reçoit par avantage de contrat de mariage. Donc, l'exemple le plus typique, c'est évidemment la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint. Donc là, à ce moment-là, tout le patrimoine va au conjoint en exonération de droits. Et depuis la loi TEPA, maintenant, le conjoint est exonéré sur la part qu'il reçoit, que cette part soit la part légale ou qu'elle soit une part agrandie par un contrat de mariage. Ceci étant, ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Ça signifie que je ne serais pas surpris si demain le législateur à nouveau soumettait le conjoint au droit de succession, avec un abattement peut-être plus fort que celui auquel ont droit les enfants, qui est de 100 000 €, mais je ne serais pas surpris que le conjoint soit à nouveau taxé, dans le cadre de la loi. En revanche, si l'avantage qui lui est fait par contrat de mariage, cet avantage restera exonéré de droit de succession. Il l'était déjà avant la loi TEPA, pour une raison très simple, c'est l'avantage de mariage n'est pas considéré comme une libéralité. C'est valable pour communauté réduite aux acquets aussi. C'est valable pour communauté réduite aux acquets aujourd'hui. D'autre part, l'entreprise peut être transmise aux héritiers dans des conditions allégées. Donc là, on a quand même un dispositif intéressant avec la loi Dutreil, un abattement de 75% sur l'assiette taxable et des paiements de droits étalés sur 15 ans. Bon, je vous ai mis un petit exemple pratique sur une entreprise de 10 millions d'euros, donc détenue par une chef d'entreprise avec 3 enfants et avec son mari, bien sûr. On voit que les droits de donation de l'intégralité de l'entreprise, dans le cadre de la loi Dutreil, se montraient à 369 000 €, soit 3,7% de la valeur de l'entreprise, avec pendant 5 ans donc un différé de paiement des droits et un paiement annuel d'intérêt qui serait de 2 200 € par an, et les 10 années suivantes, un paiement annuel de 38 000 € de droits et d'intérêts. Ça ne coûte pas cher de transmettre son entreprise à ses enfants. 10 millions d'euros, 370 000 € de droits. Donc les revenus des actifs de droit commun sont lourdement taxés, on le sait, donc jusqu'à 75%. Par contre, les revenus des contrats d'assurance vie et de capitalisation sont bien mieux traités avec un ordre de grandeur qui est de l'ordre de 8 à 12% par an sur 10 ans. Alors, en matière d'ISF, l'assiette taxable d'un chef d'entreprise qui a vendu est évidemment une assiette taxable considérable. Par contre, s'il sait gérer habilement les ressources qu'il tire de son patrimoine, c'est-à-dire soit des remboursements de comptes courants d'associés, monsieur, soit des rachats partiels de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation, il va avoir un revenu qui est faible par définition, et ce revenu faible va permettre de mettre en jeu le plafonnement d'ISF, donc le plafonnement d'ISF qui a valeur constitutionnelle, et donc point sur lequel le législateur aujourd'hui ne peut pas revenir, sauf revirement peu probable du Conseil constitutionnel sur le sujet. Alors, un exemple pratique sur une entreprise vendue pour une valeur nette de taxation de 15 millions d'euros, si on investit le capital sur des actifs de droit commun, allez à 3%, imprudent, procurant 450 000 € de revenus annuels, immobilier et bourse, on voit que le total de l'impôt sur le revenu, ISF, prélèvements sociaux, sera des 3/4. Donc il y a 3/4 de la richesse qui vont disparaître si on investit sur les actifs de droit commun. Le même capital de 15 millions d'euros investi sur un contrat d'assurance vie, à 3%, avec des rachats annuels de 450 000 €, le total d'impôt sera en moyenne sur 10 ans de 49 600 €. 11% d'impôt. Comme les emprunts d'État sont très faibles, les SICAV monétaires sont très faibles aussi, elles sont passées en territoire négatif là, depuis le début de l'année. Vous avez des fonds euros qui malheureusement, compte tenu des changements de réglementation de ces dernières années, sont sur des rendements qui seront amenés à diminuer encore dans les mois et les années à venir, puisque principalement investis sur ces fameux emprunts d'État qui vous rapportent du 0,40. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu un rééquilibre. On plaçait sans risque il y a quelques années sur des SICAV monétaires qui vous rapportaient du 10%,
et un chef d'entreprise qui investissait dans sa société, lui, arrivait tout juste à se payer un dividende. Donc il y avait un décalage, une anomalie quelque part dans le cycle économique. Tout ça est terminé avec les deux crises 2008-2011. On est revenu à des choses, on va dire, plus normées, à savoir le taux sans risque ne rémunère plus. Par contre, les actifs risqués, eux, offrent une rémunération. Vous allez me dire, c'est une rémunération qui est très faible. Oui, on est sur le CAC 40, on est sur un rendement des dividendes qui est de l'ordre de 3%. Mais c'est 3% rapporté au 0,40 de l'emprunt d'État à 10 ans. Donc le rapport est quand même énorme. Même si 3%, ça ne nous fait pas rêver quand on a connu, il y a encore peu de temps, des taux nettement plus élevés. Quelle classe d'actifs on peut privilégier? Alors, bien sûr, il y a les actions avec les fonds actions. Le but, c'est à la fois de la plus-value et puis bénéficier parfois de thématiques. Ça peut être des thématiques sur l'environnement, sur le vieillissement de la population. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Vous avez les actions, bien sûr, avec principalement la recherche de dividendes. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de sociétés qui vous versent des dividendes compris entre 4 et 6%. Alors il y a des cas exceptionnels, comme EDF ou d'autres sociétés qui sont sur des taux de rendement très élevés compte tenu de la chute des cours. Mais on trouve de très belles boîtes qui offrent des rendements en moyenne de 4-5%, avec une croissance et surtout cette pérennité à venir du dividende. Parce que ce n'est pas le tout d'acheter une société pour encaisser 5-6%. Il faut être certain que dans les années à venir, la société va avoir ce rythme de croissance et ce rythme de détachement de dividendes. Vous avez des solutions un peu plus spécifiques comme les produits structurés. Compte tenu de ces marchés qui sont assez nerveux, assez volatiles, pour reprendre les termes financiers, vous pouvez aujourd'hui monter des produits qui vous rapportent 7, 8, voire 10% en les adossant à un titre ou un panier d'actions avec une garantie partielle en capital. Parce qu'on a des mouvements, des à-coups très violents sur certains titres, sur certains marchés, qui permettent de monter des produits structurés, pas forcément à 8-10 ans, parfois à seulement 2 ou 3 ans, avec de très très beaux rendements. Vous avez les fonds obligataires, donc qui peuvent réunir différentes souches d'obligations, et puis un produit qu'on aime beaucoup, ce sont les fonds à échéance obligataires. Le gérant va, dans le cadre de la gestion de son fonds, se positionner sur 20, 30, 50 obligations dont la durée de vie correspond à la durée de vie de son fonds. Je vais terminer par cette slide pour vous montrer que oui, c'est volatile. Les PME, vous voyez, on a pris la performance du CAC 40, la performance de l'indice français des PME. En 2008, le CAC 40 perd 55%. Bon, on n'a pas pu échapper à la crise, on perd 54% sur l'indice des PME. En 2011, 27% de baisse sur le CAC, 25% sur l'indice PME. Et puis en août dernier, dernier gros soubresaut, on perd 10% sur l'indice CAC et on perd 8% sur l'indice PME. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt en phase de reprise, en phase de croissance économique. Et on est en phase de croissance économique, même à 1% de croissance en France, ou demain probablement à 2% en 2016, on est revenu en période de croissance économique. Regardez la performance en bleu des PME. Donc sur les phases de rebond, on a pris entre 2009 et octobre 2015. Le CAC a pris 58%, le secteur des PME 144%. Entre 2012 et octobre 2015, autre période de rebond, vous les avez ici, vous avez un rebond de 37% du CAC et 65% des PME. Aujourd'hui, on est dans une période de croissance économique. Et on le voit, le secteur des PME a quasiment rien perdu depuis le début de l'année. On a plusieurs fonds sur cette thématique. On a 4 fonds dans le groupe KBL EPB qui investissent sur le secteur des PME. On a des fonds qui, pour le plus mauvais, on va dire, n'a perdu que 5% depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce qu'on s'est focalisé sur, une fois de plus, les grandes valeurs, les grands indices.